Bonjour, voici un extrait du roman de Émilie Ancio, Black Bold. En 21643 du calendrier grégorien. Où que mon regard se porte, je ne vois rien ni personne à des kilomètres à la ronde. Je veux dire avec fierté que j'ai atteint mon but. Oui, la vengeance a parlé. Il y a quelques milliers d'années déjà. Et à présent, que va-t-il se passer? Mon état particulier engendre-t-il ce vide persistant au fond de moi, ou bien dois-je plutôt blâmer l'absence d'objectif à poursuivre? L'absence, le vide, la faim. Cela dit, je pense toujours que c'est la dernière fois. Et puis la vie retrouve son chemin. Les créatures la suivent de près. La terre se révélera-t-elle aussi immortelle que moi? En 15298 du calendrier grégorien. Les remords, les regrets. Des ressentis opposés et liés, associés comme les deux faces d'une même pièce. J'ai tendance à croire qu'à partir d'un seul événement, notre état d'esprit peut nous emmener vers l'un ou vers l'autre. Un concept reste acquis. Les sentiments bouffent les hommes, aussi sûrement que les vers font disparaître un cadavre. Avant, je n'en éprouvais jamais, parce que je m'en foutais. De tout le monde, et de moi le premier. Un putain de connard. Puis, en 2020, j'ai connu ce que j'ai baptisé après coup un épisode de culpabilité profonde et inattendue. Pas pour un détail ou à la suite d'un événement en particulier, plutôt pour l'ensemble de ma situation. J'ai donc tenté de mettre fin à mes jours. Ça s'est très mal passé. Depuis, je n'expérimente plus rien hormis l'horreur quotidienne de ma lassante existence. Point positif. Les regrets et les remords sont cloîtrés au placard. Pendant négatif inévitable, dans ce fameux meuble se terre aussi tout le reste. Sauf la haine. La mienne s'entretient, trop grande malgré le temps qui s'écoule, alors que je la laisse s'exprimer en toute liberté. Ça m'évite de penser. Tuer demeure réconfortant, même si ça fait pas mal de décennies que je ne croise plus rien à déchiqueter. La température ne descend plus jamais en dessous des 50 degrés depuis une paire d'années. Les êtres vivants qui trouvent la force de résister dans un environnement pareil constituent une rareté. Admirez-moi, la putain de rareté. En 2087 du calendrier grégorien. Perdu dans mes pensées, je laisse échapper de mes doigts la chevelure brune de ma récente victime. La tête de cette dernière heurte le sol de la ruelle sombre avec un bruit mouillé. Peu enclin à essuyer les foudres des milices dans l'immédiat, je me baisse pour la traîner un peu plus loin. L'obscurité ambiante nous cache au regard indiscret des promeneurs qui errent en quête de drogue ou de rencontres non autorisées. La sécurité, durant les nuits de l'après-mont, laisse à désirer, malgré les nombreux miliciens qui patrouillent partout pour contrôler les identités. Je dois me méfier de mes excès si je ne souhaite pas provoquer un carnage. Ce soir, je n'en ai vraiment pas envie. Cette femme, dont j'ignore le nom, je l'ai croisée dans un bar de la Grande Place. Pas accompagnée, un vitapas périmé depuis plusieurs mois. Visiblement une paumée qui cherchait la protection d'une personne influente. Pas de chance pour elle, je ne m'embarrasse plus depuis longtemps de bagages encombrants, ni de bagages tout court. De ses iris bleu-gris naissait pourtant un regard pas désagréable à contempler, et son corps ne présentait pas de difformité évidente, en dépit de l'absence de nourriture désirradiée dans son alimentation. Sans vitapasse valide, pas d'accès au magasin d'État. Qu'a-t-elle bien pu faire pour s'en trouver privée? Jolie, mais sans doute pas très futée. Je doute qu'elle se soit exprimée dans la presse underground contre l'ordre établi. Alors quoi? J'observe son corps sans vie, un moment encore. Je veux me souvenir de chacune de mes victimes, même si j'ai perdu le compte depuis bien longtemps. Plus une seule goutte de sang n'irrigue cette masse de chair. Pourtant, j'ai toujours soif. Ça m'agace sans m'étonner. Je sais que je n'atteindrai jamais la satiété. Voilà plusieurs dizaines d'années que j'ai cessé d'essayer. Malgré tout, à chaque beuverie, pendant une fraction de seconde, je continue d'espérer. En 2020 du calendrier grégorien.
Depuis un peu moins d'une semaine, les minutes de mon quotidien s'égrènent au rythme de l'aiguille du tatoueur perçant ma peau. Mon premier tatoueur, appelons-le Jean-Paul, se charge de mes membres inférieurs, aines, jambes, pieds. L'exercice de grande envergure pour lui est particulièrement douloureux pour moi, surtout au niveau des extrémités. Je n'ai jamais connu cette ferveur de l'ancrage, et je reste d'un douillet de nature. Je me raisonne, j'intellectualise la souffrance de l'aiguille qui percute ma chair pour garder à l'esprit qu'il s'agit d'un mal nécessaire, une violence qui sert un projet important. Jean-Paul incarne l'archétype de sa profession, ceux du cinéma, tout du moins. Grand, musclé comme un blanc bleu belge, recouvert d'œuvres ancrées à l'exception de son crâne et de ses paumes. Des piercings lui trouent le corps de mille façons, et ses t-shirts échancrés du fumeux groupe metal hardcore permettent d'admirer une belle majorité de son anatomie. Bref, un mec qu'on n'oublie pas, même si ma mémoire me fait souvent défaut, notamment concernant son véritable prénom. Puisque j'avais une excellente recommandation, Jean-Paul a tout de suite accepté mon projet. Il adore tatouer. Dès qu'il repère un centimètre carré de peau vierge, ses doigts le démangent. Il n'a donc pas caché son enthousiasme devant la surface importante de toile que je lui offrais, bien qu'il éprouve une certaine réticence face à mon refus de lui imposer, si pas un visuel précis, à tout le moins un thème général. Et si l'envie me prend de te dessiner une grosse bite sur la cuisse gauche, t'en dirais quoi? Stoïque, j'ai haussé les épaules. JP. Je ne suis rien de plus que le support de ton œuvre. Tu crées, je porte. Je ne choisirai pas pour toi. Si tu souhaites faire naître une bite, alors j'arborerai cette bite sur ma jambe. Et puis, tu sais bien pourquoi je le fais. Devant cet ultime argument, il a souri. Pas une grimace de connivence, plutôt un rictus de celui qui sait, et qui essaie de ne pas trop en dire. Mes alarmes auraient dû m'avertir, m'inciter à davantage de prudence. Cependant, les événements de ces derniers jours chamboulaient mes radars. Il a fini par accepter, non sans se demander s'il n'avait pas affaire à un cinglé, un débile, ou les deux. La séance débute à 6 heures du matin et continue jusque tard dans la nuit. Jean-Paul avale ensuite quelques canettes de soda, dort un petit quart d'heure, puis reprend l'ouvrage pour une journée complète. Un requin sans doute. Les premières minutes, tatoués et tatoueurs cherchent leur marque. Les mouvements hésitants, les gémissements étouffés. Puis, après quelques heures, notre couple atypique pulse d'une synergie incroyable. Les dessins se frôlent pendant de longues minutes sans lien apparent, jusqu'à ce que, soudain, un schéma plus grand voit le jour sous mes yeux ébahis, débordant de larmes à cause de l'émotion et de la douleur. Durant toute la séance, je ne croise personne. Le petit salon de tatouage à Pignon-sur-Rue à Bruxelles, dans le quartier des Marolles. Mais les clients réguliers ne descendent pas au sous-sol se faire piquer. Pour eux, pas d'humidité sur les murs, d'ampoules couvertes de poussière, ni de vieux divans élimés aux coutures craquelées. Pour eux, surtout, une encre simple, pure. Sur mes jambes, il y a de la sueur, du sang, et aussi de formidables arabesques agrémentées tour à tour de têtes de mort et de fleurs. Des roses noires et des pensées, dont les pétales forment des visages diaboliques. Pas de bite à l'horizon. Je cache mon soulagement. À quelques kilomètres de là, dans un salon coloré, aux allures de boudoir chic, un deuxième tatoueur doit s'occuper de mon torse. Celui-ci, appelons-le Jean-Marc. Lui non plus, je ne me souviens pas de son nom. Seule l'encre a de l'importance, une encre différente, pour me rendre différent. Jean-Marc ne ressemble pas à Jean-Paul. Ses tatouages recouvrent une grande partie de sa peau, mais moins que ce que l'on pourrait s'attendre à trouver sur un tatoueur de renommée internationale tel que lui. Il n'en arbore ni sur les mains, ni sur le visage ou le cou, et la plupart du temps, il travaille en chemise et en long pantalon noir, si bien que je n'ai pas pu constater l'étendue de sa toile personnelle. Jean-Marc, au contraire de Jean-Paul, a tout de suite montré son enthousiasme devant mon souhait, mon exigence, de lui laisser les rênes de la création. Des images magnifiques se sont apposées à lui, du moins d'après ses dires. Il a même demandé à tatouer mes bras. J'ai hésité, puis finalement refusé. J'avais bien retenu ma leçon. 4 artistes différents, pas un de moi. 2 jours à peine après la customisation de mes jambes, je me dirige donc avec des pieds de plomb vers cette deuxième adresse. Que vais-je y subir?
Une douleur encore plus pernicieuse et intense que lors de la première séance, qui a tout de même duré plus de 37 heures. À l'intérieur, une saveur de mandarine flotte dans l'air. Décoration classe et cosy, bien loin des salons habituels ou de l'image que je m'en fais. Pas de cave ni de champignons sur les murs, mais des verrous sur les portes. L'ambiance ici m'évoque deux mots, chaleureuse et malsaine. L'encre pénètre ma chair une fois de plus. Jean-Marc est survolté. Au bout d'à peine une vingtaine d'heures, le rendez-vous prend fin. Mon troisième tatoueur se nomme Jean-Pierre, de son vrai nom je crois. De lui, je me trouve bien en peine de dresser un portrait. Fade, simple, s'oublie vite. Pourtant il reste un artiste dans son domaine. Il a tatoué et s'est fait tatouer par les plus grands. Malgré ça, il cultive sa discrétion, ne se répand pas en bavardage durant notre courte entrevue, si bien que j'ignore tout à son sujet, tout comme ce que ce projet représente pour lui. D'un autre côté, je m'en fous. Je lui expose mes dessins et il accepte tout de suite, mais sans réel enthousiasme. Il marmonne un OK, se retourne pour prendre son agenda et me fixe un rendez-vous courant de semaine, esquissant à peine à sourire. 4 jours plus tard, il s'occupe de mes bras et de mes mains. Son encre me brûle davantage que les précédentes. Quand je le lui fais remarquer, il m'explique d'un ton condescendant que la concentration de ce mélange dépasse de loin celle de ses confrères. Je ne réponds rien. Je n'ai pas envie qu'il pense que ça m'inquiète. Ça m'inquiète un peu. Mon dernier tatoueur, une tatoueuse, s'appelle Mia. Elle, je connais son nom et je sais en réaliser un portrait plutôt fidèle. Je lui ai confié mon cou, mon visage, mon âme. Eh bien voilà, cet extrait est terminé. J'espère que ça vous a plu. C'est une histoire un petit peu étrange, une histoire de vampire un peu particulière, hors norme. Je vous la conseille vivement. Donc Black Bold de Émilie Ancio. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.